Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission quotidienne qui donne la parole à des gens qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, c'est le quart d'heure de célébrité de Serge Federbusch. Bonjour Serge. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous présenter succinctement et nous passerons au vif du sujet comme d'habitude. Alors, Serge Federbusch, vous êtes magistrat, conseiller d'arrondissement du 10e arrondissement à Paris. Vous êtes responsable politique à la gauche moderne et l'animateur du site Delanopolis, qui est un site satirique et critique à l'endroit du maire de Paris, M. Delanoë. Et en fait, vous avez pris la succession ou la suite du perroquet libéré de ce cher François de Vaucoux-Dubuisson. Alors, vous avez même édité un livre qui porte ce nom, de Delanopolis, c'était aux éditions de Passy en 2008. Et enfin, vous êtes président de l'association Vigilance République, qui lutte notamment contre le projet de changement radical de la place de la République, et c'est pour cela que je vous ai invité. Alors commençons par cela justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que peu de Parisiens savent, en fait, moi je l'ai découvert grâce à vous, à savoir que Bertrand Delanoë veut radicalement changer la place de la République dans un terme relativement court. C'est-à-dire qu'avant les élections de 2014, qui sont les prochaines élections municipales, effectivement, ils sont engagés dans une sorte de course contre la montre politicienne. Il y a un projet qui vient d'être, il y a quelques mois, retenu, qui veut bouleverser complètement le fonctionnement de la place de la République, à savoir supprimer ce qu'on appelle le petit giratoire, la circulation autour de la statue, et puis même, ça va beaucoup plus loin, c'est quasiment supprimer la circulation, à part quelques véhicules, ils ne sont pas très précis, mais en tout cas la plupart des véhicules, sur toute la partie nord de la place. Et nous, avec l'association Vigilance République, on a déjà démontré, en bloquant nous-mêmes la circulation autour de la statue, que c'était déjà pas gérable pour le fonctionnement du centre de Paris, et évidemment, ils sont dans une posture encore plus maximaliste que celle-là. Et donc je ne veux pas, bon, même si effectivement c'est le sujet de cet entretien, ne parler que de la place de la République, parce que ça renvoie à quelque chose que je vis comme élu ou que je connais depuis longtemps, à savoir une conception fondée justement sur des effets d'annonce et de la com, sans derrière véritablement l'étude précise et l'appréciation de ce qui va se produire réellement et concrètement. Et donc on crée pour une image, parce que ça fait bien, parce que c'est dans l'air du temps, et que c'est écolo, et que ça fait bien de taper sur les bagnoles, eh bien on crée ensuite des dégâts irréversibles, comme on en a sur le boulevard Magenta ou la rue Lafayette aujourd'hui. Et le gros problème de cette place de la République, c'est que ces dégâts, eh bien, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est-à-dire que Paris, bon, c'est une ville, donc une ville c'est un organisme vivant, ça a été capable d'absorber. Bon, quand un foie ne marche pas bien, il y a d'autres organes qui se mettent en place. Hein. Bon, c'est la même chose je dirais, en anatomie. Bon, ben, pour la ville, c'est ça. Bon, il y a d'autres artères qui jouent le rôle aujourd'hui de dérégulation, mais avec la place de la République, on touche au cœur du fonctionnement de la ville haussmannienne, et là, ça ne passera plus. Et donc, ça va à la fois révéler l'imposture de cette politique, mais en même temps porter un coup grave au fonctionnement de Paris. Et moi, en tant que citoyen parisien amoureux de Paris, eh bien évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Alors, vous dites, vous avez bloqué la place de la République. Est-ce que c'est légal de le faire? Comment vous y êtes pris et voilà, quel était le but? Alors, nous vivons dans une république, on a le droit quand même de manifester. Donc on a déclaré. Ah d'accord, j'avais pas compris. Ouais, on a déclaré une manifestation et on a posé des plots, ce qu'on appelle des cônes de Lübeck. Vous savez, les petits chapeaux roses et blancs qu'on voit un peu partout. Donc j'ai découvert à l'occasion que ça s'appelait des cônes de Lübeck. Il a fallu s'en procurer, en acheter. Orange et blanc peut-être? Oui, orange et blanc, c'est vrai. Je suis peut-être un peu daltonien. Hein. Je vois des roses partout. Et donc, c'est politique. Ouais. Et donc, la réalité, effectivement, c'est qu'on a montré que les comptages de circulation étaient complètement trafiqués et bidonnés, et que ça aurait des conséquences effectivement immédiates et graves, et que rapidement, au bout de 5 ou 10 minutes, c'est un peu comme une infection qui remonte sur des artères, et ben, c'est le Père-Lachaise et les abords du Père-Lachaise qui sont bloqués, c'est le boulevard de Magenta qui est déjà actuellement très congestionné, qui devient complètement impraticable. Est-ce que vous caricaturez pas un peu les choses? Parce qu'on se dit, bon, le maire, il a une équipe autour de lui, il n'est pas tout seul, il ne prend pas les décisions tout seul, il y a un conseil municipal, il y a des contre-pouvoirs, tout le monde a voté cela sans que
ça pose de problème? Alors d'abord, pour la place de la République, tout le monde n'a pas voté, les socialistes ont voté, hein, c'est tout. Bon. Deuxièmement, c'est un pouvoir effectivement extrêmement centralisé, autoritaire et très peu partagé. Pourquoi? Parce que c'est un pouvoir fondé sur la com. Bon, moi, la mairie de Paris, j'appelle ça dans mon livre de l'Anopolis, la voix de son maire. C'est plus une mairie, c'est une agence de com, parce que le métier premier de Delanoë, en fait, c'est la communication. Il était conseiller en communication. C'est le seul truc qu'il ait fait vraiment dans sa vie. Et donc, quand il a été élu, il est arrivé, c'est sa culture, c'est son habitus, comme on dirait chez les sociologues ou les anthropologues. Et donc, il prend des décisions uniquement en fonction d'objectifs de com, c'est-à-dire des objectifs de court terme, des objectifs d'épatte, mais un grand dédain finalement pour le détail technique et puis surtout pour ce qui se passe ensuite et donc la pratique dans le temps. Parce que la com, c'est l'immédiateté, c'est le raccourcissement du temps. Le temps long, ça n'intéresse pas la com. Et donc, évidemment, quand on prend des décisions sur ces fondements-là, et bien ensuite, quand on ne suit pas l'effet des décisions, ensuite ça se dégrade, mais puisque les caméras sont plus là, on passe à autre chose. Et par exemple, aujourd'hui, on passe aux berges, vous voyez, pour ne pas, effectivement, que les gens s'intéressent à ce qui se passe précisément au Halles, où le chantier et le projet foirent complètement, ou même sur le tramway, où le prolongement du tramway foire complètement aussi, ou même sur la place de la République, parce que c'est en train de s'enliser en réalité, eh bien on passe à autre chose, c'est toujours la fuite en avant dans la communication. Mais quand même, on pourrait vous objecter que Delanoë a été réélu, et que donc c'est pas par hasard. Ah non, bien entendu, mais la com, ça peut être très efficace, surtout quand vous vous trouvez dans une situation financière et politique qui est favorable. Il a bénéficié, en fait, entre 2001 et 2008, de la bonanza, le windfall profit, comme disent les anglo-saxons, le profit tombé du ciel, de la hausse considérable des droits de mutation. Ça a rapporté des milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, les droits de mutation? Ah ouais, alors les droits de mutation, c'est assez simple à comprendre parce qu'on les paye souvent. Dès que vous achetez un appartement, vous payez des droits. C'est ce qu'on appelle les frais de notaire, généralement. C'est un vocabulaire inapproprié, mais la plupart des frais de notaire, c'est les droits de mutation. Donc il y a eu un boom de l'immobilier à Paris entre 2001 et 2007-2008, les prix ont augmenté, les transactions, surtout dans le bureau, il y en a eu beaucoup, donc ça a créé des droits de mutation qui vont en grande partie dans les poches de la mairie, et ça a créé une facilité financière qui a permis de dilapider de l'argent dans des aménagements de voirie. Parce que tout ça a coûté très cher. Le total pour les 7 premières années des dépenses en aménagement de voirie, même pas ces 6 premières années, ça a été 3,5 milliards d'euros. Vous voyez, tous ces trucs sur le plan magistral. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 12 fois le Stade de France, entre 12 et 15 fois le Stade de France. Ça fait 400 fois la restauration de la Tour Saint-Jacques qui a tardé pendant des années parce qu'on disait que c'était trop cher. Vous voyez, j'ai fait un article sur mon site qui s'appelle Le Gouffre où je traduis très concrètement ce que ça représente. Ça fait 2 ans de salaire versé aux employés de la ville de Paris. Pourtant, ils sont nombreux. Et qui sont nombreux, ils sont passés de 40 à 50 000, effectivement. Voilà. Donc, vous imaginez un peu les sommes, c'est pas quand même des broutilles. Mais comme ça a été noyé dans cette masse, et maintenant il est quand même obligé d'augmenter très fortement les impôts, c'est insensible. Cela dit, c'est là une stratégie de clientélisme politicien. Vous concentrez certains avantages sur certaines personnes, vous faites beaucoup de com. Dans un premier temps, les gens ne se rendent pas compte, il n'a pas augmenté les impôts dans la première mandature, et là, ça vient derrière. La douloureuse arrive après. Mais évidemment, vous êtes réélu dans la première mandature. C'est classique, c'est bon. Mais il y a une certaine habileté, mais c'est une habileté de politicien clientéliste et d'homme de com. C'est pas une habileté de vrai gestionnaire et encore moins l'habileté de quelqu'un qui prépare la ville de Paris à affronter tous les défis du XXIe siècle. Puisque d'année en année, c'est une ville qui se provincialise, il ne faut pas le prendre en mal, ce vocabulaire, mais c'est ce qui se passe, ça se provincialise, ça devient de plus en plus une sous-préfecture à l'échelle planétaire, où on s'en kikine, où il n'y a pas de création réelle. Moi je ne suis pas du tout un conservateur, au contraire. Ce que j'essaie de dénoncer, et c'est pas facile, c'est le règne de la com, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne, c'est le fait que les bonnes décisions sont systématiquement évacuées au profit des mauvaises, parce qu'on cherche à faire de l'esbrouf et de l'épate à court terme, et que derrière, on s'en fout. Et donc ce sont des mauvais penchants, évidemment, qui finissent par l'emporter, parce que derrière, il y a des gens et des choses qui finissent par occuper le terrain que la politique n'occupe pas. Mais ce qu'on pourrait vous dire, c'est finalement, on vit en démocratie, donc théoriquement, il y a une opposition qui devrait, alors même s'il est très habile, ce que vous dépeignez est quand même énorme, donc l'opposition devrait s'en saisir et prendre la mairie très facilement. Or, il n'y a
personne en face. Enfin, on l'a bien vu aux dernières élections. Vous, comment est-ce que vous vous situez dans cette opposition? Bon, alors d'abord, ce qui se produit pour l'opposition, la difficulté à s'opposer face à l'arsenal de com qui est en face, évidemment, ça concerne tout le monde et c'est difficile de s'opposer quand vous avez réussi à tisser des réseaux dans la presse qui sont très forts et qu'il y a quand même un tropisme et une très grande indulgence des médias vis-à-vis de Delanoë. C'est difficile de lutter contre ça, vous le savez bien vous-même, vous avez dû vivre aussi des difficultés parfois à renverser les pensées dominantes, voilà. Donc c'est un peu le problème de votre émission. Voilà. Et donc ça, vous êtes au cœur d'un mécanisme dominant, c'est local, mais c'est ultra dominant. Donc c'est difficile. Deuxièmement, vous n'avez pas accès aux médias, vous n'avez pas... C'est extrêmement difficile. Moi, je me bats beaucoup, on lance des opérations, mais c'est très difficile parce que vous êtes stigmatisé ou présenté comme un excitant dans un coin. Moi, je suis élu, ça a été difficile. On a effectivement eu des scores qui étaient quasi lamentable, en tout cas, il faut dire les choses comme ils sont, très, très insatisfaisant. Alors évidemment, quand vous prenez un coup sur la tête, l'opposition à Paris, elle est assez divisée, elle n'a pas réussi à se réformer intérieurement. Pourquoi? Mais parce qu'elle a eu pendant longtemps, il y avait un chef charismatique qui s'appelait Chirac, qui était maire de Paris. Et il y avait derrière des troupes qui étaient assez obéissantes et le doigt sur la couture du pantalon. Ils n'ont pas pris l'habitude de penser par eux-mêmes. Après, il y a Tibéri quand même. Oui, mais ça n'a pas favorisé l'émergence d'hommes forts ou de femmes fortes, vous voyez, de gens qui étaient habitués au combat politique. C'était quand même une espèce de super administration avec un gars qui était à la fois maire de Paris, Premier ministre à certains moments, qui ensuite est parti a été élu président de la République, mais pendant 6 mois a continué d'occuper son bureau à la mairie de Paris, pour vous dire à quel point il était encore investi dans les lieux et à quel point il aimait la fonction de maire de Paris, qui est une des fonctions les plus sympas de France, c'est peut-être la plus sympa, parce que vous avez quand même le beurre et l'argent du beurre, sans trop d'emmerdement, vous n'êtes pas comme à l'Élysée ou à Matignon à vous colter avec les dures réalités des déficits budgétaires, donc c'est très sympa. Et puis derrière, il y avait des gens qui étaient plutôt des exécutants, donc recréer une culture de l'opposition politique avec un discours fort, des idées fortes et la capacité de cogner, quand on n'a pas été dans cette situation et quand il suffisait de claquer les doigts pour que les services apportent des notes sur tous les sujets, c'est compliqué. Voilà. Mais est-ce que vous ne payez pas, je ne sais pas si vous faites partie de la succession de Tibéri, mais est-ce que vous ne payez pas finalement l'effet Tibéri, qui est catastrophique quand même en termes d'image, etc., pour recréer derrière une opposition crédible? Oui, enfin Tibéri, il ne faut pas non plus l'accabler. Ça a été un maire qui avait pas fait énormément de choses, mais il a géré, je dirais, en bon père de famille la mairie. Quand il a laissé les clés de la mairie à Delanoë, les caisses étaient pleines, et c'est ce qui a permis la dilapidation qui a suivi. Il ne se passait pas grand-chose, mais il ne se passait pas de choses néfastes. Depuis, on est quand même dans le néfaste. Et de ce point de vue-là, malgré tout ce que la com peut faire croire et tous les bobards qu'on peut faire avaler aux bonnes gens, Tibéri était un meilleur maire que Delanoë, parce qu'au moins il n'avait pas fait de grosses bêtises, il n'a pas massacré, vous voyez, les perspectives haussmanniennes, il n'a pas triplé la dette comme l'a fait Delanoë tout en augmentant les impôts de 40%. Il n'a pas effectivement porté des atteintes assez graves au paysage urbain, il n'a pas fait du logement clientéliste sous couvert de faire de logement social en créant des poches de gens qui en fait sont complètement ensuite conditionnés dans leur vote par les prébendes et les avantages que leur donne la mairie, qui c'est quand même un bilan qui n'est pas très sympa politiquement. Ça Tibéri ne l'a pas fait. Évidemment, il n'avait pas la capacité médiatique. Mais ce qui lui est reproché, c'est des magouilles, on va parler assez simplement, sur les listes électorales et d'avoir fait voter des gens qui n'auraient pas dit bon. C'est sans doute, ça n'a pas été sanctionné par la justice, qui est, pour l'instant, ça n'a pas été sanctionné par la justice, il faut quand même le préciser. Et le grand chevalier blanc, non, mais même, il y a eu des jugements, et c'est voilà. Et donc, alors que là, il y a à peu près une semaine, Lincoln Solal, qui est adjointe de Delanoë, est renvoyé en correctionnel pour une histoire d'emploi fictif. Présomption d'innocence, toujours. Oui, certes, sauf que là, on n'en parle pas. Un peu. Et à peine. Pas autant. Et que Delanoë passait son temps à monter sur ses ergots et ses grands sabots en disant, par exemple, qu'il ne voulait pas voir Jean-Marie Le Guen ou Christophe, comment s'appelle-t-il, Cambadélis, son échappe. Jean-Christophe Cambadélis. Comme au Conseil de Paris, sous prétexte qu'ils étaient en fait mis en examen dans l'histoire de l'AMNEF, tandis que là, maintenant, depuis qu'il est maire, il y en a une qui est envoyée en correctionnel, c'est pas mise en examen, et puis elle est toujours adjointe au maire. Donc, je crois là aussi qu'il faut de temps en temps sortir de la com pour voir les réalités. Parfait.
Écoutez, on arrive à la fin de ce quart d'heure de célébrité, donc ce sera ma dernière question. Je vous demanderai d'y répondre de manière brève et précise. Est-ce que vous êtes candidat à la mairie de Paris en 2014? C'est trop tard parce que je me suis rasé Vous ce êtes matin. rasé. Donc, vous voyez, bon, maintenant, si vous m'aviez demandé ça avant le rasage, Ouais. je vous aurais dit peut-être. Mais écoutez, bon. Ça tient à pas grand-chose. Bon, la réalité est que je préside un parti qui s'appelle le Mouvement pour une gauche moderne, qui est un petit parti. Bon, moi je fais de la politique de manière rationnelle. Bon, j'essaie de fournir le maximum d'arguments intellectuels, moraux et politiques et d'apporter le plus de contributions possible à ce qui devrait permettre, en 2014, d'obtenir, espérons-le, un score moins néfaste et moins pitoyable que la première fois, et qui, si on est bon, vu qu'en face ils seront mauvais et que là le bilan négatif apparaîtra en 2014, et bien si on est bon, je crois qu'on peut reprendre. Alors, je ne sais pas qui ce sera, et puis c'est tout. J'espère y apporter la contribution la plus utile possible. Voilà. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Serge Federbusch d'avoir participé à votre quart d'heure de célébrité. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et n'oubliez pas, la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. C'est bien à dit. bientôt.